Allez, aujourd'hui on va remonter le temps pour explorer ensemble l'histoire de la peine de mort en France. C'est un voyage assez intense, parfois brutal, qui va nous emmener des spectacles sanglants de l'Ancien Régime jusqu'au vote final de l'abolition en 1981 et même un peu plus loin. Alors c'est parti, on plonge dans cette histoire complexe. Regardez bien cette date, 10 septembre 1977, c'est un point final. C'est le jour de la toute dernière exécution en France. Ce jour-là, à Marseille, dans la cour de la prison des Baumettes, Amidad Jandoubi est guillotiné. C'est la fin de plusieurs siècles de pratique. Et pour vraiment comprendre comment on en est arrivé là, il faut repartir très en arrière, à une époque où la mort donnée par l'État est une toute autre affaire. Avant la Révolution française, donc, sous ce qu'on appelle l'Ancien Régime, la justice, c'était vraiment pas la même chose qu'aujourd'hui. La punition, on ne la cachait pas. Ah non, bien au contraire. C'était un vrai spectacle public, une démonstration de force du roi, pensée pour marquer les esprits et surtout pour maintenir l'ordre par la terreur. Ce qu'il faut bien saisir, c'est que la philosophie de l'époque, ce n'était pas de réformer le coupable, pas du tout. L'idée de la prison comme peine n'existait pas vraiment. On y mettait les gens en attendant leur jugement. Non, le but premier du châtiment, c'était de faire souffrir et de le montrer. Cette souffrance devait servir de leçon, elle devait terroriser quiconque aurait l'idée de défier la loi. Le corps du condamné devenait en quelque sorte un outil de communication macabre pour le pouvoir. Et puis, cette justice était profondément inégalitaire. La mort, par exemple, n'était pas la même pour tout le monde. La pendaison, c'était la peine la plus courante, pour le peuple. Mais les nobles, eux, avaient le privilège d'avoir la tête tranchée, à l'épée ou à la hache. C'était considéré comme plus honorable. Le bûcher était réservé aux hérétiques. La roue, un supplice atroce où on brisait les membres du condamné, était pour les crimes très graves. Et le pire du pire, l'écartèlement, c'était pour ceux qui s'attaquaient au roi. Chaque supplice était une mise en scène qui rappelait à chacun sa place dans la société. Et puis, arrive 1789, une rupture totale. La Révolution française ne va pas juste changer le système politique, elle va repenser de fond en comble la justice et la punition. C'est à ce moment que la peine de mort devient un immense débat politique, le premier du genre dans le monde. Et c'est aussi là qu'un nouvel instrument va faire une entrée fracassante, la guillotine. Le changement est radical, il suffit de comparer. Avant, on avait tout un tas de peines cruelles qui changeaient selon votre rang social, avec souvent de la torture avant même l'exécution. Avec le nouveau code pénal de 1791, tout ça, c'est fini. On met en place une seule méthode d'exécution, la même pour tous les citoyens. Fini les privilèges de naissance face à la mort. Et surtout, la loi interdit la torture. C'est un paradoxe, mais à l'époque, la guillotine est vraiment vue comme un progrès, une méthode humaine, rapide et surtout égalitaire. Cette phrase, elle est capitale. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. C'est simple, c'est direct et ça s'applique à absolument tout le monde. C'est un peu comme si on avait démocratisé le privilège des nobles. Cet article du Code pénal, il va rester en place pendant presque 200 ans jusqu'à l'abolition en 1981. La guillotine devient le symbole de la justice capitale à la française. Bon, on pourrait se dire qu'après la Révolution, le débat est clos. Mais en fait, pas du tout. Le 19e siècle et le début du 20e, c'est en réalité une longue période de débats passionnés. L'idée d'abolir complètement la peine de mort commence à faire son chemin, mais elle va se heurter à d'énormes résistances, aussi bien politiques que dans l'opinion publique. Ce combat a été long et semé d'embûches. Première grande étape, 1848, une belle victoire. On abolit la peine de mort pour les crimes politiques. Le but, c'est d'éviter un retour de la terreur, mais pour les crimes de droit commun, elle reste. 60 ans plus tard, en 1908, c'est un échec cuisant. Aristide Briand propose l'abolition totale, mais les députés refusent en bloc, sous la pression d'une opinion publique très remontée. Il faudra attendre 1939 pour une autre avancée, la fin des exécutions publiques. Le spectacle de l'exécution d'Eugène Whiteman, qui a été filmé, a tellement choqué que l'on a décidé de cacher la guillotine derrière les murs des prisons. Et enfin, 1977, la dernière exécution, qui vient clore ce long chapitre. Et bien sûr, on ne peut pas parler de ce combat sans évoquer le rôle des intellectuels. Victor Hugo en particulier a eu un impact immense avec son roman « Le dernier jour d'un condamné ». En nous faisant entrer dans la tête d'un homme qui attend la mort, il humanise le condamné et force la société à regarder en face la cruauté de la peine. Son engagement, comme celui d'Albert Camus bien plus tard, va vraiment nourrir le camp des abolitionnistes pendant des décennies. On arrive maintenant dans la dernière ligne droite. Dans les années 70, la France fait figure d'exception. C'est l'un des derniers pays d'Europe de l'Ouest à encore exécuter. Et l'opinion publique, elle, est majoritairement pour son maintien. L'abolition ne viendra donc pas de la rue, mais bien d'un acte de courage politique. En pleine campagne présidentielle de 1981, François Mitterrand prononçait quelques mots. C'est une prise de position hyper claire, et à l'époque, très risquée. L'abolition est dans son programme, et il assume complètement d'aller à contre-courant de l'opinion majoritaire. Il en fait une vraie promesse de campagne. Pour comprendre ce qui va suivre, il faut saisir ce qu'est le droit de grâce.
Pour un condamné à mort, c'était le tout dernier recours. Le président de la République pouvait transformer la peine de mort en prison à vie. Mais attention, refuser la grâce, ce n'était pas un geste anodin, c'était une décision signée par le président lui-même qui valait ordre d'exécution. La vie d'un homme reposait littéralement sur la conscience d'une seule personne. Élu le 10 mai 1981, François Mitterrand n'attend pas. Dès le 25 mai, il utilise son droit de grâce pour Philippe Maurice. C'est un signal extrêmement fort. Il montre que tant qu'il sera président, et avant même que la loi ne soit votée, la guillotine ne fonctionnera plus. C'est un arrêt de fait des exécutions. Le moment décisif, il a lieu à l'Assemblée nationale. Le 17 septembre 1981, le nouveau ministre de la Justice, Robert Badinter, un avocat qui a combattu la peine de mort toute sa vie, prononce un discours qui restera dans l'histoire. Et le lendemain, le 18 septembre, c'est le vote. Le résultat est sans appel, 363 voix pour l'abolition, 118 contre. Fait notable, des députés de droite, comme Jacques Chirac, se joignent à la gauche pour voter la loi. Après le vote du Sénat, la loi est promulguée le 9 octobre 1981. C'est officiel, la peine de mort est abolie en France. Le pays devient alors le 36e État au monde à faire ce choix. Pour les 7 derniers condamnés qui attendaient dans le couloir de la mort, leur peine est automatiquement changée en prison à perpétuité. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas tout à fait en 1981. Une loi, ça peut être défait par une autre loi. Pour ceux qui ont porté ce combat, la question était donc comment on fait pour rendre cette décision irréversible? Comment s'assurer que personne ne pourra jamais la rétablir? La réponse, elle va arriver 26 ans plus tard. En 2007, sous la présidence de Jacques Chirac, on décide de réviser la Constitution. Députés et sénateurs se réunissent à Versailles et votent l'ajout d'un nouvel article, le 66.1. Il est d'une simplicité redoutable. Nul ne peut être condamné à la peine de mort. C'est fait. L'abolition n'est plus seulement une loi, elle est gravée dans le marbre de notre texte le plus important. On pourrait donc penser que cette fois, le débat est clos pour de bon. Et pourtant, si on regarde l'opinion publique, c'est une autre histoire. En 1981, au moment du vote, 62% des Français étaient pour la peine de mort. La loi a donc été votée contre l'avis de la majorité. Ensuite, pendant des années, la tendance s'est inversée, jusqu'à devenir minoritaire en 2006. Mais, surprise, plus récemment, en 2020, les sondages montrent que la tendance repart à la hausse. 55% des personnes interrogées se disent à nouveau favorables à son rétablissement. Ce qui nous amène à cette dernière question. D'un point de vue juridique, l'abolition est blindée par la Constitution et par les traités internationaux. La rétablir serait incroyablement compliqué. Mais ce retournement de l'opinion publique, il interpelle. Après tout ce chemin, de la place de grève à l'article 66.1 de la Constitution, est-ce que la bataille contre la peine de mort est vraiment gagnée dans les têtes? La question reste ouverte.